Les sujets de niche côtoient les grands débats sociétaux. Dès qu'un débat sociétal arrive, il est évidemment traité, puisqu'il y a beaucoup de sources, par Wikipédia. C'est valable aussi pour celles et ceux qui bénéficient d'une grande notoriété. Donc forcément, il y a beaucoup de conversations autour. Et puis ceux aussi au profil un peu plus sulfureux, où il y a, là on voit parfois des cadenas qui semi-protègent les pages pour éviter que tous les jours on ait à enlever des insultes, parce qu'il y a autant finalement de haine sur Wikipédia que sur Twitter et ailleurs, quoi. Oui, alors le rapport de Wikipédia à l'actualité est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça fait partie des usages principaux alors que ce n'est pas quelque chose qui était prévu à l'origine. Une encyclopédie ne traite pas d'actualité de manière traditionnelle. Et pourtant, dès le 11 septembre, donc dès 2001, on s'est rendu compte que finalement, traiter à partir de sources journalistiques d'un phénomène d'actualité, c'est tout à fait faisable. C'est même très intéressant parce que réussir à avoir une synthèse dans le flux journalistique qui traite des dernières informations qui ont eu lieu, finalement, ce n'est pas si facile à obtenir. Donc, quand vous avez un phénomène qui se passe en direct sous forme de flux, savoir que sur Wikipédia, on aura ce qu'on sait de manière sûre sur ce phénomène, c'est quelque chose qui est important. Que ce soit dans le direct total ou que ce soit sur un phénomène de plus longue durée. Moi, je me souviens, j'étais enfant au moment de la guerre en Yougoslavie, on n'y comprenait rien. En tout cas, quand vous aviez 12 ans en 1995, vous ne compreniez absolument rien à ça. Et c'était très difficile d'avoir accès à, on ne parle pas seulement du dernier bombardement qui a fait 15 morts, mais juste j'aimerais comprendre pourquoi les Croates et les Serbes se tapent dessus. Et ça, finalement, dans quelque chose qui est de l'actualité, mais sur plusieurs années, Wikipédia vous donne ce recul sur, ok, je ne comprends rien à ce qui se passe en Somalie actuellement, mais j'aimerais comprendre, et donc je vais chercher une synthèse sur l'actualité de la dernière année, les 5 dernières années, et ainsi de suite. Et donc c'est un usage qui est finalement très demandé par les lecteurs. Mais la contrepartie de ça, c'est bien évidemment qu'on arrive d'une part dans des sujets sur lesquels il faut faire extrêmement attention, et dans un choix des sources où les journaux eux-mêmes vont dire beaucoup de bêtises parce qu'on donne la dernière information sur le nombre de tireurs de l'attentat, et en fait on se rend compte qu'il n'y avait pas 3 tireurs mais un seul, mais pendant 5 heures on a pensé une chose fausse, donc il faut que Wikipédia fasse attention à ça. Et d'autre part, on arrive dans toutes les polémiques un petit peu bébêtes qui du coup vont attirer des gens qui vont vouloir prendre parti dans cette polémique. Donc il y a la possibilité, comme vous le dites, de protéger certains articles quand ça va un petit peu trop vite, quand c'est trop compliqué, quand ça amène à des batailles entre contributeurs. On va simplement interdire que l'article évolue et on va demander à tout ce petit monde-là, ok, on prend un petit peu de recul, on se calme pendant 1 heure, 5 heures ou 2 jours, on discute tous ensemble en page de discussion. C'est pas obligé d'aller très vite parce que Wikipédia, c'est pas BFM, donc on va dans 3 jours ou dans 5 jours proposer une synthèse plus réfléchie après avoir discuté et on libérera les contributions au bout d'un certain temps. Alors, chose que je ne savais pas, nous, sur le MOOC Digital Paris, nos vidéos sont sur YouTube en Creative Commons, puisqu'on a ce choix, tant qu'à faire. Et tous les contenus sont protégés par les Creative Commons. Selon les 2 licences, je crois qu'il y en a 6 chez Creative Commons, qui sont le BY et le Share Alike. Le BY, c'est simplement selon qui les contributeurs. Et le Share Alike, c'est ce qui assure que ce sera, si c'est diffusé à nouveau, de la même manière. C'est ça, C'est ça. C'est la volonté de permettre que n'importe qui puisse utiliser tout ce qui se trouve sur Wikipédia, que ce soit les textes, les images, les données, etc., mais en les conservant sous cette licence libre pour que s'il y a une réutilisation, ça continue à être libre. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, simplement cette clause share alike, SA, partage à l'identique, oblige une personne qui a réutilisé à conserver la même licence et donc à faire en sorte que ça reste libre au fur et à mesure des usages. Dans le monde universitaire, il y a quelques années, on se méfiait encore des notes de bas de page. Wikipédia, ça faisait moins chic que de citer un livre, et en plus un peu ancien, avec évidemment le numéro de la page. Aujourd'hui, j'imagine que le monde universitaire s'est un petit peu détendu vis-à-vis de Wikipédia, notamment en notes de bas de page. Alors, c'est détendu, oui. En note de bas de page, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faudrait conseiller, puisque Wikipédia, c'est vraiment une première approche à une synthèse. Le mieux, quand on veut
citer quelque chose qu'on a trouvé dans Wikipédia, et si l'article de Wikipédia est bien fait, c'est de suivre la source et de voir où Wikipédia a pris cette information. D'une part parce qu'on ne sait jamais exactement ce que les Wikipédiens ont fait et on peut tomber sur un article qui n'était pas si formidable que ça. Et d'autre part pour rendre César ce qui lui appartient, parce qu'il y a par derrière des gens qui ont fait les recherches et Wikipédia a aussi pour but de les mettre en valeur. Donc ce qu'il faut citer, c'est vraiment les gens qui ont mis tout leur caractère d'auteur et qui valident cette information. Pour autant, l'usage de Wikipédia dans le monde universitaire a pas mal évolué, mais ça dépend encore pas mal de quel monde universitaire. À la fois pour des raisons de qualité de Wikipédia sur différents sujets, où clairement, dans des sujets, par exemple comme les mathématiques, c'est bien meilleur que sur des sujets historiques, et d'autre part aussi en fonction des milieux, où il y a des milieux où on reste un peu plus traditionnaliste, un petit peu plus snob parfois, et où ça ne se fait pas toujours de dire qu'on utilise Wikipédia, même si évidemment tout le monde utilise Wikipédia. Oui. Ceci dit, ça évolue énormément, et moi en tant que conservateur à la BNF, j'évolue pas mal dans ce milieu universitaire. 9 personnes sur 10 qui viennent me parler, alors aussi parce que les gens sont très polis, hein, mais c'est quand même pour me dire Wikipédia c'est formidable. Évidemment, je ne prends pas tout au premier degré, car je suis quelqu'un qui est intelligent, mais quand même je l'utilise chaque jour et merci à Wikipédia. Alors on se pose parfois la question de la responsabilité dans un contexte justement international, en ligne, avec sous pseudonyme. Ça peut paraître un peu compliqué et en même temps, les lois à l'international, parce que là ce sont les lois des pays, j'imagine, il y a des responsabilités juridiques. En France, par exemple, on est responsable de ce qu'on contribue, tout simplement. Voilà, alors c'est assez complexe parce qu'en effet, on est sur des sujets transnationaux. Pour autant, donc, le but est de respecter globalement les lois de chaque pays, alors avec des nuances sur lesquelles on peut revenir, mais par exemple sur la Wikipédia francophone, on va respecter les lois américaines et les lois françaises, parce que c'est les principales lois. Donc en tant que Français, si vous faites de la diffamation sur une personne, vous êtes responsable de vos dires, comme si vous l'écriviez à n'importe quel autre endroit. C'est encadré par la loi de confiance dans l'économie numérique, qui est une loi française de 2004, et qui instaure même un régime de responsabilité plus importante que sur papier, puisque l'auteur est responsable, et il est bien évidemment retrouvable à travers son adresse IP en faisant une requête auprès de son fournisseur d'accès à Internet, mais il y a un deuxième niveau de responsabilité qui est celui de l'hébergeur, c'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a une diffamation envers vous ou des propos racistes ou quoi que ce soit, et que vous le signalez à l'hébergeur, qui est donc la Wikimedia Foundation, l'hébergeur doit intervenir de manière prompte. Sans ça, il devient à son tour responsable. Donc il y a 2 niveaux de responsabilité, ce qui fait que globalement, ça fonctionne très bien. Et on a des cas, je ne dirais pas fréquents, mais chaque année, il y a des gens qui se retrouvent mis en examen pour avoir dit des choses sur Internet et sur Wikipédia, souvent des questions de diffamation, qui se retrouvent devant un tribunal, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Pour autant, je disais que les lois ne sont pas toujours tout à fait respectées, parce qu'il y a des moments où on peut aussi considérer que des lois sont illégitimes. Et au niveau international, alors ça peut choquer quand on regarde son propre pays, mais en fait, il faut réfléchir au niveau international et se rendre compte que d'une part, tous les pays ne sont pas des démocraties, et d'autre part, il y a des moments où il faut prendre des risques. Un exemple que je donne souvent, c'est en Thaïlande, vous n'avez pas le droit de dire du mal de la famille royale. Pour autant, on va faire un article sur le roi de Thaïlande. Est-ce qu'il faut faire une hagiographie parce que la loi dit qu'on a le droit d'écrire que des hagiographies? En tant qu'encyclopédiste, en tant que chercheur, que personne qui veut donner une information pertinente, vous avez tendance à dire que non. Mais si vous ne le faites pas, vous allez à l'encontre de la loi. Donc ça fait partie des exemples où on va volontairement dire, là je suis désolé, mais la loi, on ne la respectera pas, on respecte tout à fait votre pays, votre culture, etc. Mais il y a des fois où on considère que la mission de Wikipédia va au-delà du respect de la loi. Vous pouvez faire un procès, on peut s'engueuler sur ça, mais là, ça va à l'encontre de nos missions, donc non, on ne respectera pas. Et d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure par rapport aux IP. Donc on peut imaginer que les VPN, qui sont utilisés justement dans les pays où on coupe Internet, permettent de passer un petit peu outre ces responsabilités finalement. Alors oui, ça
peut arriver. Il y a une chasse au VPN qui existe, ce n'est pas une bonne pratique aussi parce que ça ne permet pas justement d'attribuer les contributions à chacune des personnes. Donc globalement, quand on voit des VPN, ils sont bloqués. Et il y a des cas assez amusants autour de cette question, notamment autour de questions de censure. Il y a un exemple que je donne qui est assez intéressant parce que ça dit beaucoup de choses sur notre société et sur la manière dont on voit Internet dans un certain monde qui n'est pas habitué à Internet et qui a abouti à un désastre à la fois pour Wikipédia et pour les fournisseurs d'accès, qui est une affaire de censure autour d'une pochette d'album de Scorpions, le groupe de hard rock, qui dans les années 70 avait publié une pochette qui présente une petite fille nue. Or, on sait évidemment que la pédophilie fait partie évidemment des grands enjeux actuels et surtout des grands épouvantails sur Internet, où quand on veut faire peur à ce qui se passe sur Internet, on parle de pédophilie, de trafic de drogue et de terrorisme. Donc, il y a des associations de protection de l'enfance qui s'étaient mis dans l'idée de faire disparaître cette pochette de Wikipédia. Le problème, c'est que pour filtrer les contenus de Wikipédia, ce fournisseur d'accès, enfin, ils sont passés par les fournisseurs d'accès anglais qui ont, pour filtrer, fait passer tout le monde par un VPN. Le VPN a été bloqué et du coup, toutes les personnes en Angleterre qui passaient par ce fournisseur d'accès se sont vues interdire l'accès à Wikipédia, c'est-à-dire que des dizaines de millions de personnes n'avaient plus accès à Wikipédia pour cacher une image qui certes apparaissait sur Wikipédia, mais qui apparaît à des centaines d'exemplaires dès que vous cherchez Scorpion et le nom de l'album sur Internet, et qui par ailleurs n'a jamais été interdite ni donné lieu à une décision de justice dans quelque pays que ce soit. Donc c'est assez intéressant ces questions d'accès et de volonté de contrôle des accès, parce qu'on voit aussi qu'avec les meilleures volontés du monde pour des vrais enjeux, on se retrouve sur des problématiques qui sont en fait au bout de plusieurs coups de billard, qui sont souvent plus problématiques que le problème qu'ils cherchaient à résoudre, et donc qui demandent forcément des approches un petit peu plus globales que les réactions qu'on voit parfois.